Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution de TD de physique quantique de la filière SMP semestre 5 et on va voir la solution de l'exercice 1 de la série 2. Voilà l'énoncé de l'exercice 1 de la série 2. Donc, je vais prendre chaque partie des questions, chacune à part. Allons-y. Donc, je vais commencer par les données de l'exercice et la première question, la question petit a. La voici. Bien, donc les données de cet exercice, dans un espace des états à 3 dimensions, on considère deux opérateurs A et B représentés dans la base orthonormée UA, U2, U3 par les matrices suivantes. Donc vous avez la matrice de A et la matrice de B. La question petit a, les opérateurs A et B sont-ils hermétiques? Que peut-on dire de leur valeur propre? Bien, avant de répondre à la question, je rappelle qu'est-ce que c'est un opérateur hermétique. Donc, un opérateur est hermétique si nous avons l'élément de matrice A et J est égal à J étoile. Ou bien, on pourra l'écrire dans la base UI, l'élément de matrice A entre I et J, c'est-à-dire l'élément de matrice de la ligne I, colonne J, est égal au conjugué de l'élément de matrice de la ligne J de la colonne I, c'est-à-dire les éléments extra-diagonaux. Et lorsqu'il s'agit des éléments diagonaux, eh bien, on a I égale à J, c'est-à-dire il faut que la diagonale soit réelle. Bien, ça veut dire que la matrice d'un opérateur qui est hermétique présente une symétrie de conjugaison par rapport à la diagonale. Et la diagonale, elle est réelle. OK? Symétrie de conjugaison, donc tout ce qui est à droite par rapport à la diagonale est le conjugué de tout ce qui est à gauche par rapport à la diagonale. Allons-y. Donc là, la question petit a, donc nous avons les deux opérateurs A et B. Donc voilà la matrice de A et voilà la matrice de B qui sont représentées dans la base U1, U2, U3. Donc là, je vous donne la représentation d'une matrice dans la base. Donc là, c'est le ket U1, donc qui est le unicolore, le ket U2 et le ket U3, et les bras qui représentent les lignes de la matrice. Bon, celui-là, c'est l'élément de matrice, par exemple, entre U1 et U2. Celui-là, c'est l'élément de matrice entre U2 et U1, par exemple. Et voilà la matrice de B aussi représentée dans cette base. Donc, bien sûr, l'élément de matrice, c'est B entre le ket qui est là et le bras qui est là correspondant. Donc, on pourra prendre n'importe quel exemple. Donc, par exemple, ce moins 2i là, c'est l'élément de matrice de P entre le bras U1 et le ket U2. Donc, c'est la ligne 1, colonne numéro 2. Voilà, donc maintenant, la matrice de A est diagonale et ses éléments diagonaux sont réels. Donc, je commence par la matrice de A. C'est une matrice que, comme vous la voyez là, c'est les diagonales. C'est-à-dire, vous avez la diagonale, tout ce qui est à droite est nul et tout ce qui est à gauche est nul. Donc, la matrice, s'il y a un élément qui n'est pas nul, eh bien, il n'est pas diagonale. Donc, la matrice de A, elle est diagonale et les éléments diagonaux sont réels. Donc, on déduit que A est hermétique. Donc, c'est aussi évident que ça. Bien, la matrice de B n'est pas diagonale comme vous la voyez là, mais elle présente une symétrie de conjugaison par rapport à la diagonale. Lorsque je prends ici la diagonale, qui est réelle d'ailleurs, et tout ce qui est à droite, ces trois éléments à droite, sont les conjugués de ce qui est à gauche. Bon, le seul élément qui n'est pas nul, c'est moins 2i par exemple, qui est le conjugué de 2i, qui est donc la ligne 1, colonne 2, et le conjugué de celui de la ligne 2, colonne 1, par exemple. Et bien sûr, les zéros qui sont là sont aussi les conjugués des zéros qui sont là, parce que le conjugué d'un réel, c'est lui-même. Bien, autrement dit, donc la matrice de B, elle est aussi hermétique. Bien, donc nous avons le A, il est hermétique, l'opérateur A est hermétique, l'opérateur B, il est hermétique. Bon, la question, que peut-on dire de leur valeur propre? Lorsque vous avez des opérateurs hermétiques, eh bien, automatiquement, vous déduisez que leurs valeurs propres sont réelles. Donc, c'est une remarque que j'ai faite plusieurs fois.
dans le cours. Hein. Donc, lorsque vous calculez les valeurs propres d'un opérateur hermétique, eh bien, vérifiez bien qu'ils sont réels. Si vous trouvez une valeur propre qui n'est pas réelle dans le calcul, dans un exercice quelconque, eh bien, il faut refaire les calculs parce que tout ce que vous allez faire après, ça va être faux. OK? Donc, vérifiez bien cette remarque-là une fois que vos opérateurs sont réels et pour lesquels vous devez calculer les valeurs propres correspondantes. Bien. Alors maintenant, voilà donc la question B, déterminer les valeurs propres des opérateurs A et B en déduire leur degré de dégénérescence, c'est-à-dire de chaque valeur propre. Bien. Alors, je commence par les valeurs propres de A. Encore, je vous donne la matrice, je rappelle la matrice, parce que pour calculer les valeurs propres de A d'une matrice, eh bien, il faut la voir en face de nous. Hein. Donc, on voit bien que la matrice de A est diagonale, donc nous l'avons déjà indiqué, mais là, on l'indique pour déterminer les valeurs propres. Hein. Bien, lorsque vous avez une matrice qui est diagonale, eh bien, la détermination des valeurs propres, elle est directe. C'est-à-dire, ces valeurs propres sont les éléments diagonaux, tout simplement. Hein. Donc, les éléments qui se trouvent ici sur la diagonale sont les valeurs propres de l'opérateur A. Et combien de valeurs propres on voit là? Ou bien on voit 1, 1, moins 2. Donc, nous avons deux valeurs propres de l'opérateur A. Donc, on note A1 égale à 1, A1 égale à 1 et A2 égale à moins 2. Donc, nous avons deux valeurs propres de l'opérateur A et vous voyez bien que ces valeurs propres sont réelles. Hein? Bien, maintenant, le degré de dégénérescence de ces valeurs propres. Donc, on voit bien là que le 1, il est répété deux fois. Le moins 2, il s'exprime une seule fois. Autrement dit, on va déduire que la valeur propre 1, A1 égale à 1 est deux fois dégénérée, hein, comme vous la voyez ici sur la matrice, d'accord? Et la valeur propre A2 égale à moins 2 est non dégénérée. Voilà donc la réponse à cette question concernant l'opérateur A. Voyons maintenant les valeurs propres de l'opérateur B. Alors, je rappelle la matrice de l'opérateur B. Hein. Eh bien, pour cette matrice-là, on remarque que la matrice de B est non diagonale, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà indiqué d'ailleurs précédemment. Mais elle présente un élément sur la diagonale. Cette matrice B présente un élément sur la diagonale qui est cette valeur-là. D'accord? Ce terme, il est diagonal car il n'y a que des zéros sur sa colonne et que des zéros sur la ligne. Bon, s'il y a un seul nombre qui est différent de 0 sur la ligne ou bien sur la colonne, sur la ligne ou bien sur la colonne, eh bien, ce n'est pas un élément diagonal. Donc là, un élément est dit diagonal s'il y a des zéros sur tout le reste de sa colonne et sur tout le reste de sa ligne. Bien, donc on va déduire qu'une valeur propre de l'opérateur B est bien cet élément diagonal qu'on note B1 égale à 2. D'accord? Qu'en est-il pour les deux autres, hein, parce que c'est une matrice d'ordre 3, 3, donc on va chercher les autres valeurs propres. Eh bien, les autres valeurs propres de B, on va les déterminer par la résolution de l'équation caractéristique de la matrice restriction de B dans le sous-espace engendré par les deux vecteurs U1 et U2, et on va noter cette restriction B bar. Eh bien, c'est cette matrice-là que j'ai encadrée ici, hein, qui est représentée dans la base I1, I2 uniquement. On a éliminé l'élément 2, hein, d'accord, l'élément diagonal, pardon. Et donc là, on va résoudre l'équation caractéristique de cette matrice qu'on appelle B bar, qui n'est pas diagonale, comme vous la voyez ici. Allons-y. Donc, j'écris ma matrice B bar, hein, donc la restriction dans le sous-espace engendré par les vecteurs U1 et U2, et on va résoudre l'équation caractéristique correspondante, c'est-à-dire on va écrire le déterminant de B bar moins lambda l'identité égale à 0. Ce qui est équivalent à écrire donc le déterminant de la matrice de B bar moins lambda l'identité, donc là c'est l'opérateur identité, là le 1, bien sûr à deux dimensions, donc ils ont la même dimension ici. On va rassembler les deux dans le même déterminant, donc on va avoir moins lambda, hein, qui vient de cette diagonale de l'opérateur identité, et puis les moins 2i et 2i là qui vient de la matrice B bar.
Donc, on va multiplier donc moins lambda avec lambda, ça va donner lambda carré. Et moins 2i multiplié par 2i, c'est 4. Donc, on va avoir lambda carré moins 4. Et bien sûr, le taux est égal à 0. Donc, combien de solutions nous avons? Donc, on va avoir deux solutions. Autrement dit, donc, les valeurs propres de cette matrice B bar sont, on va les noter, lambda plus égale à 2 et lambda moins égale à moins 2. Donc, c'est les solutions de cette équation, lambda carré égale à 4. Donc ça, ce sont les valeurs propres de B bar. Lorsqu'on veut revenir vers la matrice initiale, la matrice B, donc on va aussi déduire que les valeurs propres de B sont le B1 que nous avons déjà donné, donc l'élément diagonal qui est égal à lambda plus, que nous avons trouvé pour B bar, donc c'est la même valeur propre qui est égale à 2. Et puis nous avons la valeur propre lambda moins égale à moins 2. Autrement dit, donc les valeurs propres de B sont la valeur propre 2 et la valeur propre moins 2. Bien. Alors, leur degré de dégénérescence maintenant. Donc, on voit bien que la valeur propre lambda B1 qui est égale à lambda plus égale à 2, il est deux fois dégénéré. D'accord? Donc, B1 qui est égal à lambda plus qui est égal à la valeur propre 2 est deux fois dégénéré. Et la valeur propre moins 2 qui est égale à lambda moins égale à moins 2 est non dégénéré. Donc, voilà le degré de dégénérescence de les valeurs propres de B. Donc, vous voyez bien qu'elles sont réelles, comme je l'ai remarqué précédemment. Bien. Voilà donc pour cette question. Passons maintenant vers la question suivante. La question numéro C. Donc, cette question demande déterminer les vecteurs propres orthonormés associés aux valeurs propres de A et de B. Donc, tout à l'heure, nous avons déterminé les valeurs propres. Maintenant, on demande de déterminer les vecteurs propres. Commençons par les vecteurs propres de A. Encore, je rappelle que la matrice de A, elle est diagonale. Donc, les vecteurs de base U1, U2, U3 dans lesquels est représentée la matrice diagonale représentent aussi les vecteurs propres de A. Donc, lorsque vous avez la matrice diagonale, donc les valeurs propres sont les éléments diagonaux, d'une part, et les vecteurs propres sont les vecteurs de base dans lesquels on a exprimé la matrice. C'est-à-dire, on pourra écrire les équations aux valeurs propres de cette matrice sous cette forme-là. Donc, nous avons A U1 est égal à A U1 que j'ai donné tout à l'heure, qui est égal à 1, qui est égal à U1. Donc, c'est cet élément qui est ici. L'action de A sur U2, qui est égal aussi à 1 U2, et qui est égal aussi à U2. Donc, 1 égale à 1. Donc, c'est l'élément qui est ici. La troisième équation aux valeurs propres, c'est A U3 est égal à A2 U3 et qui est égal à moins 2 U3. Donc, c'est l'élément diagonal qui est ici. Voilà, donc les vecteurs U1, U2, U3 sont bien les vecteurs propres de l'opérateur A et qui sont les vecteurs de base. Donc, je rappelle que les vecteurs propres de A, U1, U2, U3, forment bien une base orthonormée complète. Donc, lorsque la matrice est diagonale, eh bien, le résultat il est direct. Passons maintenant vers l'opérateur B. Donc, on va déterminer les vecteurs propres de B. Je rappelle aussi que la matrice de B est non diagonale, mais nous avons vu qu'elle présente un élément sur la diagonale. Lorsque vous avez un élément sur la diagonale, que nous avons noté B1 est égal à 2, eh bien, son vecteur propre est directement le vecteur propre correspondant à sa position sur la matrice. Donc, c'est la position ici suivant U3, que ce soit sur la ligne, que ce soit sur la colonne. Donc, le vecteur propre de BA égale à 2 est le vecteur de base U3. Donc, on le déduit directement selon sa position dans la matrice. D'accord? Donc, il se trouve ici. Donc, le vecteur propre, c'est le vecteur U3. Tandis que pour les autres valeurs propres que nous avons calculées tout à l'heure pour la matrice B bar, eh bien maintenant, on va chercher les vecteurs propres qu'on va noter lambda plus, lambda moins, associés aux valeurs propres lambda plus égale à 2 et lambda moins égale à moins 2, que nous avons calculé tout à l'heure, de cette matrice B bar, qui est la matrice restriction de B dans ce sous-espace U1, U2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit exprimer
ces vecteurs propres lambda plus, lambda moins, dans cette base U1, U2, cette base restriction dans laquelle on a exprimé la matrice restriction B bar. Bien, allons-y. Donc, cherchons ces vecteurs propres lambda plus et lambda moins en les exprimant dans la base U1, U2. Donc, c'est une base à deux dimensions. Donc, à la valeur propre lambda plus égale à 2 que nous avons calculé tout à l'heure, on va faire correspondre le vecteur propre qui est noté lambda plus, exprimé dans cette base, on note ici les alpha plus et les bêta plus, les composantes correspondantes. De la même manière, à la valeur propre lambda moins égale à moins 2, on va faire correspondre le vecteur propre lambda moins, exprimé dans cette base U1, U2, et voilà, alpha moins et bêta moins sont les composants de lambda moins. Autrement dit, les deux équations aux valeurs propres de ces deux vecteurs propres, donc on va écrire l'action de B bar donc là j'ai écrit les deux vecteurs dans le même quête. Donc B bar lambda plus moins est égal aux valeurs propres lambda plus moins que multiplie les vecteurs propres lambda plus moins correspondants. Donc là j'ai deux équations exprimées dans une seule. Ok, donc on pourra aussi l'exprimer en termes de matrice. Donc je remplace B bar sous forme de matrice et les lambda plus moins aussi sous forme matricielle, donc le ket avec les composantes correspondantes et qui est égal à lambda plus moins, donc les composantes correspondant à lambda plus. Donc c'est alpha plus bêta plus et celle correspondante à lambda moins, c'est alpha moins b moins. Voilà, donc en résolvant cette équation aux valeurs propres, on va déterminer les alpha plus moins et les bêta plus moins. Donc ça, c'est une équation. Une autre équation avec laquelle on va les calculer aussi, c'est la condition de normalisation des deux vecteurs propres. Donc là, j'écris deux conditions dans une seule équation. Donc le produit scalaire lambda plus égale au module de alpha plus au carré plus le module de bêta plus au carré égale à 1. De même, le produit scalaire lambda moins est égal au module au carré de alpha moins plus le module au carré de bêta moins qui est égal à 1. Donc là, nous avons deux relations dans une seule relation. Allons-y, on va commencer par la première valeur propre, lambda plus. Donc j'écris son équation aux valeurs propres correspondantes. Donc voilà B bar, voilà les composants du vecteur lambda plus. Bon, vous m'excusez, je suis un peu malade. Qui est égal à lambda plus, qui est égal à 2 ici, que multiplie le vecteur lambda plus, donc sous forme de composants. Donc on va écrire une équation. Là, nous avons, si vous voulez, une matrice de 2. Donc on va écrire une seule équation. Et la deuxième, on va la ramener de la condition de normalisation. Bon, on va choisir la première ligne, par exemple. C'est-à-dire, on va écrire, bon, là où nous avons alpha plus multiplié par 0, moins 2i que multiplié bêta plus est égal à 2 alpha plus. Donc, on va choisir la première ligne. Donc, nous avons moins 2i bêta plus est égal à 2 alpha plus. On va simplifier, donc on va exprimer bêta plus en fonction de alpha plus. Donc, bêta plus est égal à i alpha plus. Donc, on va remplacer bêta plus en fonction de alpha plus dans la condition de normalisation qui est le module de alpha plus au carré plus le module de bêta plus au carré. Voilà, donc la condition de normalisation s'exprime le module de alpha plus au carré plus le module de bêta plus au carré qui est i alpha plus au carré. Donc ceci, bon, le module de i alpha plus au carré est égal au module de alpha plus au carré. Donc on va avoir 2 que multiplier le module de alpha plus au carré égale à 1. Donc on va enlever le carré, on va enlever le module et on va déduire le alpha plus, c'est 1 sur racine de 2. Donc là, j'ai considéré le terme réel, mais comme je l'ai expliqué dans le formalisme, on pourra choisir un facteur de phase près la première composante. Bien, donc le bêta plus, il suffit de multiplier alpha plus par i. Donc nous avons bêta plus égale à i sur racine de 2. Donc on déduit le vecteur lambda plus qui est égal à 1 sur racine de 2 u1 plus i sur racine de 2 u2. Bien, la deuxième valeur propre lambda moins qui est égale à moins 2, eh bien là aussi on va écrire l'équation aux valeurs propres. Donc voilà bêta bar, voilà les composants de vecteur lambda moins qui est égal à moins 2 que multiplier le vecteur lambda moins écrit sous forme matricielle.
Bon, là aussi, je peux choisir euh, la première ligne, par exemple, mais vous pouvez choisir la deuxième. Donc, lorsque on choisit la première ligne, on a moins 2i bêta moins, d'accord, est égal à moins 2 alpha moins. Donc, on prend une seule équation, hein. Donc, là aussi, on va simplifier, on va exprimer bêta moins en fonction de i, de moins i alpha moins. Donc là, on va multiplier par i, on va simplifier par 2. Donc là, on va avoir bêta moins égale à moins i alpha moins. Et on va remplacer tout ça dans la condition de normalisation. Donc le module de alpha moins au carré plus le module de bêta moins au carré après l'avoir remplacé en fonction de alpha moins, et qui est égal à 2, que multiplier le module de alpha moins au carré qui est égal à 1. Donc là aussi, on déduit alpha moins pour prendre la partie réelle, 1 sur racine de 2, et on déduit bêta moins qui est égal à moins i sur racine de 2. Donc le lambda moins est égal à 1 sur racine de 2 et 1 moins i sur racine de 2 u2. Donc ça, bon, les lambda plus et les lambda moins, donc on les a déterminés pour la matrice restriction B bar. Donc là, bien sûr, il faut donner les vecteurs propres, hein, correspondant à l'opérateur B et les valeurs propres correspondantes, bien sûr. Voilà, donc écrivons les valeurs propres et les vecteurs propres correspondants de l'opérateur B maintenant, de la matrice B qui est à 3 dimensions. Donc, à lambda plus qui est égal à 2, donc là j'enlève l'élément B que j'ai noté tout à l'heure, donc c'est la valeur propre 2, hein, quand on note lambda plus. À lambda plus, on va faire correspondre deux vecteurs propres. Donc le vecteur lambda plus que nous avons calculé dans la page précédente, et n'oubliez pas le vecteur U3 qui est le vecteur de base pour l'élément de la diagonale, hein. Donc à cette valeur propre 2, qu'on va noter maintenant lambda plus, on fait associer les deux vecteurs propres lambda plus et U3, donc il est deux fois dégénéré. Pour la valeur propre lambda moins égale à moins 2, eh bien, ça correspond à un seul vecteur propre qui est le vecteur lambda moins, donc il est non dégénéré, comme nous l'avons déjà indiqué précédemment. Bien, donc voilà, donc nous avons déterminé les valeurs propres de A et les valeurs propres de B, les vecteurs propres de A et les vecteurs propres de B, bien sûr, leur degré de dégénérescence aussi. Bien, donc dans cette question D, maintenant, on demande de trouver un ensemble de vecteurs propres communs à A et à B, en déduire le commutateur de A et B. Bien, donc cherchons alors un ensemble de vecteurs propres communs à A et à B. Et pour chercher ces vecteurs propres communs à A et B, je vais représenter dans ce tableau-là les opérateurs A et B avec leurs valeurs propres respectives et leurs vecteurs propres respectifs aussi. Allons-y. Donc je commence ici par l'opérateur A, cette ligne-là qui va composer trois lignes, et cette ligne-là qui est composée de trois lignes aussi. Et sur les colonnes, je vais représenter les valeurs propres ici et les vecteurs propres dans cette colonne. Allons-y. Donc je commence par écrire là les valeurs propres de A. Donc nous avons la valeur propre 1 et 1 moins 2, donc selon leur expression dans la diagonale. Donc ça, rappelez-vous bien que A est une matrice diagonale. Donc les vecteurs propres sont les éléments sont les vecteurs de base, U1, U2, U3. Hein. Bien, donc vous voyez bien que le 1 il est deux fois dégénéré. Pour l'opérateur B, eh bien, nous avions trois valeurs propres, donc je l'ai mis selon les trois vecteurs propres associés, donc la valeur propre 2, moins 2 et 2, et je mis les trois vecteurs propres correspondants, donc lambda plus, lambda moins et U3, séparément. Donc là, il faut voir. Donc là, quel est le but de cette représentation? Eh bien, on veut chercher parmi ces vecteurs-là, donc là, nous avons les vecteurs propres de A, et ici, nous avons les vecteurs propres de B. Donc, on va voir, est-ce que les vecteurs propres de A peuvent être aussi vecteurs propres de B, ou bien est-ce que les vecteurs propres de B peuvent être aussi des vecteurs propres de A. Bon, voyons là, donc pour A et B, donc nous avions déjà deux vecteurs qui sont les mêmes ici. Enfin, un seul vecteur qui est le même ici. Donc le vecteur U3 ici et le vecteur U3. Donc nous avons déjà un vecteur propre commun qui est le vecteur propre U3. Bien, donc le vecteur U3 est bien un vecteur propre
commun aux deux opérateurs A et B. Il nous reste maintenant les UA et U2 là séparément, et puis ici, c'est leur combinaison linéaire. Commençons par A. Est-ce que UA peut être un vecteur propre de B? Non, parce que B n'est pas diagonal. Pour que UA soit vecteur propre de B, donc il faut que B soit diagonal. Donc vous voyez bien qu'il n'est pas diagonal, donc son vecteur propre, il est combinaison linéaire de U1 et U2. Donc non plus pour U2. U2 n'est pas un vecteur propre de B, parce que le U2, il est compris aussi dans cette combinaison linéaire. Ok, donc on ne peut pas mettre le U1 séparément et U2 séparément. Donc les vecteurs propres de B ne peuvent être que les combinaisons linéaires de U1 et U2 pour lambda plus et cette combinaison linéaire pour lambda moins. Autrement dit, donc les vecteurs U1 et U2 séparément ne peuvent pas être vecteurs propres communs aussi à B. Voyons le cas inverse. Donc nous avons déjà vu que U3 est bien un vecteur propre commun. Voyons maintenant, est-ce que lambda plus et lambda moins qui sont vecteurs propres de B peuvent être aussi vecteurs propres de A? Allons-y, on va faire le calcul, c'est-à-dire il faut faire l'action de A sur ces vecteurs propres, sur ces vecteurs, les vecteurs propres de B, sur ces vecteurs lambda plus et lambda moins, et on va voir est-ce que ces lambda plus et lambda moins sont aussi vecteurs propres de A. Allons-y, on va faire ce calcul pour vérifier si les vecteurs propres de B, lambda plus et lambda moins, peuvent être aussi vecteurs propres de A. Donc, commençons par lambda plus et en écrivant l'action de A sur lambda plus. On remplace lambda plus en fonction des U1 et U2, donc c'est l'action de A sur U1 à U2. Or, on a bien U1 est un vecteur propre de A, avec la valeur propre 1. De même, U2 est un vecteur propre de A avec la valeur propre 1. Donc là, le A U1, ça va donner U1, et A U2, ça va donner U2. Ok, donc ça donne 1 sur racine de 2 U1 plus I sur racine de 2 U2. Et ça, c'est le vecteur lambda plus. Donc A lambda plus est égal à lambda plus. Hein? Donc lambda plus est bien un vecteur propre de A. Voyons maintenant pour lambda moins, eh bien c'est le même calcul, on a les mêmes vecteurs. Hein? Donc l'action de A sur U1 va donner U1, et l'action de A sur U2 va donner U2. Donc on va avoir le même vecteur qui est le vecteur lambda moins. Hein? Donc l'action de A sur lambda moins est égale à lambda moins. Voilà, donc les vecteurs lambda plus et lambda moins sont bien vecteurs propres de A associés aux valeurs propres 1, à la valeur propre 1. Donc les lambda plus et lambda moins sont aussi associés à cette valeur propre qui est égale 1. Bien, autrement dit, donc les vecteurs propres de l'opérateur B qui sont lambda plus, lambda moins, sont aussi vecteurs propres de l'opérateur A associés à la même valeur propre qui est égale à 1. Donc, l'ensemble des vecteurs lambda plus, lambda moins et I3 forment bien un ensemble de vecteurs propres communs aux opérateurs A et B. Hein? Donc, cet ensemble-là, c'est l'ensemble de vecteurs propres communs aux deux opérateurs. Bien, donc on a montré qu'on a bien trouvé un ensemble de vecteurs propres communs de A et B. Alors maintenant, on demande est-ce que le A et B commutent? On déduit que si A et B commutent, ou bien le commutateur de A et B. Eh bien, à partir de ce résultat-là, on faut faire l'appel au théorème numéro 1 de Lecoq qui nous indique si vous avez deux opérateurs A et B ou bien deux observables A et B qui commutent, eh bien, on peut toujours trouver un ensemble de vecteurs propres communs et réciproquement. Donc là, c'est le cas réciproque. C'est-à-dire, si on trouve un ensemble de vecteurs propres communs à deux opérateurs, à deux observables, en effet, eh bien, on déduit que ces deux opérateurs commutent entre eux. Voilà, donc c'est direct, sans faire les calculs. Mais vous pouvez vérifier par le calcul. Donc, d'après le théorème 1 de Lecoq, les opérateurs A et B commutent bien entre eux, donc leur commutateur égale à 0. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Alors, vérifiez que cet ensemble de vecteurs propres communs A et B forme bien une base
complète dans cet espace des états. Donc, les vecteurs de base U1, U2, U3 forment bien une base, mais maintenant, on va montrer que, ou bien on va vérifier que cet ensemble de vecteurs propres communs, qui sont lambda plus, lambda moins et U3, on va vérifier si les orthonormées complètes, c'est-à-dire est-ce qu'elle va vérifier les relations d'orthonormalisation et la relation de fermeture. Bien, commençons par la relation d'orthonormalisation. Eh bien, la relation d'orthonormalisation, c'est lorsqu'on va faire le produit scalaire des différents vecteurs. Si on a le même vecteur, ça doit donner 1. Si on a deux vecteurs différents, ça doit donner 0. En ce qui concerne la relation de normalisation, bien la condition de normalisation, bon, nous l'avions déjà parce que lorsque nous avons calculé les vecteurs lambda plus et les vecteurs lambda moins, hein, nous avons donné la condition de normalisation. Donc, ce produit scalaire, il est déjà égal à 1, hein, d'après les calculs précédents, et qui est égal aussi d'après le U3 est bien un vecteur de base, donc le produit scalaire U3, U3 est bien égal à 1. Donc, ces trois produits scalaires, ces trois conditions de normalisation de chaque vecteur est bien vérifiées. Voyons maintenant l'orthogonalité des vecteurs, c'est-à-dire on va multiplier deux vecteurs différents. Donc, je commence par lambda plus, lambda moins. Bien, donc là, on va mettre le bras de lambda plus, scalaire le ket de lambda moins. Donc, le bras de lambda plus, dans le ket de lambda plus, nous avions un plus ici. Lorsqu'on va prendre son adjoint, son conjugué, eh bien, n'oubliez pas de mettre un moins pour le i. Bien sûr, les bras, U1, U2. Pour le réel, il est le même. 1 sur racine de 2 qui est réel, que ce soit pour le ket, que ce soit pour le bras. Pour lambda moins, eh bien, nous avions déjà un moins ici devant la composante de U2. Bien, donc lorsqu'on va faire ce produit scalaire, bien les UI sont des vecteurs de base. Donc les seuls produits scalaires qui sont non nuls, c'est U1 avec U1. Hein? Donc le produit scalaire U1 avec U1, c'est 1. D'accord? Donc lorsqu'on va faire ce produit-là, ça va donner 1 sur racine de 2 multiplié par 1 sur racine de 2 qui est égal à 1 demi. Donc on va l'écrire, d'accord? Le deuxième produit scalaire qui est non nul, c'est entre U2 et U2. Hein? Donc là, entre U2 et U2, je vais avoir moins I sur racine de 2 multiplié par moins I sur racine de 2 qui est égal à moins 1 demi. Et bien sûr, U2 scalaire U2, c'est 1. Tandis que les autres produits scalaires, bien sûr, c'est 0. Hein? Produit scalaire croisé entre U1 et U2. Donc, on va avoir ici 1 demi moins 1 demi qui est égal à 0. Donc, ces deux vecteurs sont bien orthogonaux, lambda plus et lambda moins. Maintenant, on va voir ces deux vecteurs avec le vecteur U3. Bien, ce calcul-là, il est évident. Donc, le produit scalaire de lambda plus, le bras U3, eh bien là, nous avons différents. Donc, les UI forment bien une base. Donc, U1 scalaire U3, c'est 0. Et U2 scalaire U3, c'est 0 aussi. Donc, ce produit scalaire égal à 0. De même pour lambda moins. Eh bien, sur le même calcul, eh bien, il y a un signe qui va changer ici. Avec U3, scalaire U3. Donc là, nous avons U1, U3, c'est 0. U2, U3, c'est 0. Bien, donc nous avons bien vérifié la relation d'orthonormalisation pour ces trois vecteurs, lambda plus, lambda moins et U3. Voyons maintenant la relation de fermeture correspondante à ces trois vecteurs. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Eh bien, il faut montrer l'expression suivante, c'est-à-dire la somme des ket lambda plus, bras lambda plus, ket lambda moins, bras lambda moins, et U3 est égal à 1. Donc, il faut montrer que ce terme-là, enfin ce produit des ket bras, la somme des ket bras des différents vecteurs, est égale à l'identité. Allons-y. On va faire le calcul. Donc, je commence par le ket de lambda plus, que nous avons calculé, qui va se multiplier avec le bras de lambda plus. Donc, on va avoir les bras ici, des UI, et le moins ici, qui est le conjugué de plus ici. Plus le ket de lambda moins. Ket de lambda moins qui contient déjà un moins ici. Le bras va contenir un plus. Bien sûr, les bras des vecteurs U1, U2. Et puis le troisième vecteur, c'est U3, U3, ket bras de U3, U3, qui est égal. On va commencer par faire les calculs maintenant.
Donc, je commence par ce produit-là. Donc, je vais avoir U1, ket U1 avec U2, plus le ket U1 avec, pardon, je recommence, U1 avec U1, et U1 avec U2, etc. Bien sûr, là, vous voyez que des racines de 2. Lorsque les racines de 2 vont se multiplier par les 1 sur racine de 2 ici, ça va donner 1 demi que je vais mettre en facteur. Donc, c'est partout d'ailleurs. Allons-y. Donc, je vais mettre 1 demi en facteur et je commence par le premier produit, U1, U1. Ensuite, le deuxième. Donc là, les composantes, je les ai fait sortir ici, le 1 demi ici. Donc, ce qui va me rester enfin, U1, U2 avec un moins I. Bien, le troisième produit, donc c'est U2 avec U1 avec plus I ici. Le quatrième produit, c'est U2 avec U2 moins I multiplié par plus I, c'est plus 1. Donc, ça va donner plus U2, U1. U2, U2, pardon. Donc, voilà le premier produit ici, ça donne 4 termes. Passons vers le produit ici. Bien, c'est le même calcul. Donc, je vais avoir plus U1 avec U1, d'accord? Et puis, plus I, U1 avec U2. Ici, moins I, U2 avec U1. Et enfin, moins I multiplié plus I, c'est 1. Donc, enfin, U2, U2. Voilà pour ce qui est entre les accolades. Et tout ça multiplié par un demi, bien sûr. Et le dernier produit, c'est U3, U3 qui est toujours là. Bien. Alors, bon, vérifions ce que nous avons ici. Tout d'abord, je vois qu'ici, c'est le même terme. Bien sûr, là, ce n'est pas le produit scalaire, hein. C'est le ket bras. Hein, donc, ce n'est pas 0 ici. Donc là, j'ai moins I, U1, U2. Et là, j'ai plus I, U1, U2. Donc, ces deux termes vont s'annuler entre eux. Le deuxième terme, c'est plus I, U2, U1, avec moins I, U2, U1, qui va s'annuler aussi. Donc, ces deux termes vont s'annuler entre eux. Ce qui va rester, donc U1, U1 avec U1, U1. Donc, ces deux termes vont se rajouter. Donc, je vais avoir de U1, U1. Et là aussi, ces deux termes vont se rajouter. Donc, celui-là, il va se rajouter. Celui-là aussi. Donc, je vais avoir deux fois qui multiplie 1 demi. Donc, il y a le 1, enfin, ça va donner 1. 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, le calcul va donner enfin, ceci est égal à U1, U1, hein, qui vient de ce terme-là, plus U2, U2 qui vient de ce terme-là, et enfin le U3, U3 qui est à l'extérieur de cette accolade. Or, les vecteurs U1, U2, U3 forment bien une base, donc cette somme de là, cette relation-là, ça représente bien la relation de fermeture de la base U1, U2, U3. Autrement dit, donc la somme de ces trois termes est bien égale à l'opérateur identité. Voilà, donc nous avons vérifié que ces vecteurs lambda plus, lambda moins forment bien une base orthonormée complète. Donc ils vérifient la relation d'orthonormalisation et la relation de fermeture. Passons maintenant vers la question F. Est-ce que les trois ensembles A, l'ensemble B et l'ensemble AB forment un écoque dans cet espace des états justifiés? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais présenter dans un tableau l'ensemble des valeurs propres et les vecteurs propres correspondants communs à tous les ensembles d'observables. C'est-à-dire les vecteurs propres qu'on va utiliser pour montrer que c'est un écoque, eh bien, il faut prendre les vecteurs propres communs, c'est-à-dire l'ensemble lambda plus, lambda moins et U3 que nous avons déjà donné, enfin, que nous avons déjà déterminé précédemment. OK? Et bien sûr, les valeurs propres correspondant aux opérateurs A et B, et puis le couple A et B. Allons-y. Donc, je vais donner le tableau. Je vais commencer par présenter sur la première colonne les vecteurs propres communs aux opérateurs A et B. Dans la deuxième colonne, je vais présenter les valeurs propres de l'ensemble A. Dans la troisième colonne, les valeurs propres de l'ensemble B. Et la troisième colonne, le couple des valeurs propres de l'ensemble A et B. Hein? Donc là, nous avons l'ensemble des deux observables.
Donc, les valeurs propres vont être présentées sous forme des couples. Allons-y. Donc, là, sur la première colonne, je vais remplir les trois vecteurs propres communs, A et B, qui sont lambda plus, lambda moins et U3. Leurs valeurs propres correspondant à l'opérateur A, hein, donc la valeur propre correspondant à lambda plus, c'est 1, à lambda moins, c'est 1 aussi, et à U3, c'est moins 2. Donc, ça sont les valeurs propres de A correspondant à ces trois vecteurs propres. Les valeurs propres de B maintenant. Donc, la valeur propre de 2 correspondant à lambda plus, la valeur propre moins 2 correspondant à lambda moins, et la valeur propre 2 correspondant à U3. Dans cette troisième colonne, on va présenter les couples. Donc, on va rassembler ces deux valeurs propres dans un couple correspondant à chaque ligne, bien sûr. Donc, dans la première ligne, je vais avoir le couple 1, 2. La deuxième ligne, je vais avoir le couple 1, moins 2. Et la troisième ligne, je vais avoir le couple moins 2 et 2, qui sont là. Donc, je rassemble ces valeurs propres dans un couple. Eh bien, pour voir est-ce que ça forme un écoque ou non, eh bien, maintenant, il faut voir la dégénérescence des valeurs propres. Si vous avez une valeur propre qui est dégénérée, pour lorsqu'il s'agit d'un ensemble, ou bien s'il y a un couple de valeurs propres qui est dégénéré lorsqu'il s'agit d'un ensemble de deux observables, eh bien, ces ensembles-là ne forment pas un écoque. Je commence par l'ensemble A ici, la première colonne de A. Eh bien, là, vous voyez bien que la valeur propre 1, elle est deux fois dégénérée. Hein? Donc, l'ensemble A n'est pas un écoque. Voyons pour le B. Là, on voit bien que la valeur propre 2 est dégénérée aussi, deux fois. Donc, le B n'est pas un écoque. Okay, donc, bien sûr, ce calcul, nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Mais là, je le présente pour vous expliquer la notion de l'écoque tout simplement. Hein? Donc, le A n'est pas un écoque parce qu'il a une valeur propre qui est dégénérée. Le B n'est pas un écoque non plus parce qu'il a une valeur propre qui est dégénérée. Voyons maintenant pour les couples. Donc, pour qu'un couple soit dégénéré, il faut que j'aurai le même couplet qui se répète deux ou bien plusieurs fois. Donc là, le premier couple, c'est 1, 2. Le deuxième couple, c'est 1, moins 2 qui est différent. Et le troisième couple qui est moins de 2. Donc, chaque couple, il possède un seul vecteur propre. Donc, le couple 1, 2 correspond au vecteur propre lambda plus. Le couple 1, moins 2 correspond au vecteur propre lambda moins. Et le couple moins 2, 2 correspond au vecteur propre U3. Ça veut dire que ces trois couples sont tous non dégénérés. Ça veut dire que A, B est bien un écoque. Voilà, donc je vous ai expliqué tout ça oralement. Maintenant, on va écrire tout ça. Donc, pour l'ensemble A, la valeur propre A1 est deux fois dégénérée, qui est égale à 1, bien sûr. Donc, le A n'est pas un écoque dans cet espace des états. Pour l'ensemble B, nous avons la valeur propre lambda plus qui est égale à 2, qui est deux fois dégénérée. Donc, le B n'est pas un écoque non plus dans cet espace des états. Et pour le troisième ensemble qui rassemble les opérateurs A et B, eh bien, nous avons les couples des valeurs propres de cet ensemble A et B sont tous non dégénérés. Donc, l'ensemble A et B forme bien un écoque dans cet espace des états. Voilà, avec ces réponses-là, donc, je termine donc, cette solution de l'exercice numéro 1 de la série numéro 2 et je vous remercie pour votre attention.